Good evening, you're watching CRTV News and this is Shane. Merci d'honorer notre rendez-vous du samedi à l'écran de l'actualité CRTV News. Ici, toute l'info, bonsoir. Bienvenue chez nous les artistes. En vous souhaitant un bonsoir, on souhaite également longue vie et prospérité à leur majesté, les Lamibé du Septentrion, avec une image que je propose à Christelle Avaume. Christelle, bonsoir. Regardez ces images, ce sont là des témoignages d'un peuple qui rend hommage à son roi, le Moula, le Lami d'eau de Yagua, Vélé, Litasso Makaina, qui est décédé. Regardez avec quelle ferveur un peuple peut accompagner et dire au revoir, faire des adieux à son roi. Le roi est mort, le Moula est mort, vive le roi. Et ce soir, chez nous les artistes, un clin d'œil justement à leur majesté. Et on comprendra, par exemple, ce que sont les Lamibé, ce qu'est l'Amido. Bonsoir Christelle Avaume dans l'actualité. Merci de venir partager les nouvelles avec nous. Et en la matière, les collectivités décentralisées ont désormais une plateforme numérique. C'est une nouvelle, ça. Effectivement, la plateforme numérique des communes du Cameroun a ouvert à Yaoundé une rencontre sectorielle nationale des points focaux ministériels. Au centre des échanges, l'initiative d'exemplarité énergétique du secteur privé et la mise en œuvre du développement et l'aménagement numérique du territoire. Je vous propose d'écouter les explications de Dieu-Béni Tona Bienda, coordonnateur national du PNCC, au micro de Tatiana Ombidi. Et cette rencontre de sensibilisation des points focaux, c'est la mise en place d'une stratégie commune pour pouvoir sensibiliser également les communes, informer les communes sur leur disponibilité d'adhérer à la plateforme numérique des communes dans le contexte de la mise en œuvre de l'initiative d'efficacité énergétique du secteur privé portée par l'Organisation internationale de la francophonie et également le domaine du développement et l'aménagement numérique du territoire afin de permettre aux collectivités de lutter efficacement contre la résorption de la fracture numérique. Concrètement, nous fournissons des services au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées, les services innovants dans le domaine du numérique et dans le domaine énergétique. Servir l'État et la communauté, promouvoir le développement économique et social de l'arrondissement de Touroua, dont la paix et la sécurité, telles sont entre autres les missions du nouveau sous-préfet de cette unité administrative qui est installée par le préfet de la Benue, Oumarou Amanwabi, qui a recommandé aux populations d'apporter tout leur soutien à Ayaouba Amadou, leur nouveau sous-préfet. Un reportage de Mamadou Danda. Voici votre sous-préfet. C'est dans cette ambiance de fête que le nouveau sous-préfet de Touroua a pris fonction à la tête de cette unité administrative qui partage de frontières avec la République fédérale du Nigeria devant un nombre important de populations venues des quatre coins du département de la Benue et de l'Adamawa. L'arrondissement de Touroua couvre une superficie de 1110 km² et l'insécurité y a fait son ligne à travers les enlèvements de personnes avec demande de rançon, le vol de bétail, la coupe anarchique de bois de chauffe et les conflits agropastoraux. Des fléaux que le préfet du département de la Benue, Oumarou Amanwabi, recommande au sous-préfet Ayouba Amadou de combattre. Touroua est confronté à un certain nombre de problèmes, notamment le problème d'insécurité. Et j'ai saisi cette occasion pour inviter la population de l'arrondissement de Touroua de m'apporter tout le soutien. Marié, né le 13 janvier 1984 à Galim-Tinière, le sous-préfet Ayouba Amadou est sorti diplômé de l'ENAM en 2015 et a commencé sa carrière au ministère de l'administration territoriale et dans les services du gouverneur du centre jusqu'en 2017 où il est promu sous-préfet de Monatélé, poste qu'il a occupé jusqu'à la date de sa nomination le 10 juin 2020 comme sous-préfet de Touroua. Il remplace à ce poste Bigna Poam William Muté Awaza. On parle d'administration territoriale et le coronavirus ne doit pas gagner du terrain. D'ailleurs, à propos des examens, c'est le mot d'ordre est donné, aucun cas de contamination. Exactement, et pour ce faire, les examens et concours certificats de la session 2020 vont se dérouler dans un contexte de crise sanitaire, vous l'avez dit Steve Chiga, et c'est dans le souci d'assurer une bonne
évaluation des candidats qu'un séminaire de renforcement des capacités des intervenants à ces examens officiels a été organisé à Yaoundé. Le compte rendu d'Emmanuel Bikoun. Pour préserver l'objectivité et l'équité des évaluations, il vient d'être organisé à Yaoundé à l'intention des intervenants aux différents examens et concours certificatifs de la session 2020, notamment les potentiels présidents de jury, un séminaire de renforcement des capacités. Nous renforçons leurs capacités dans les missions qui leur sont dévolues pour que les candidats composent dans des conditions idoines. L'organisation a tenu compte du contexte de la crise sanitaire et Madame le ministre a mis tout en œuvre pour que ces examens se passent normalement. La crédibilité de ces examens et concours certificatifs qui vont se dérouler cette année 2020 dans un contexte de crise sanitaire passera également par le respect strict du protocole sanitaire relatif aux établissements scolaires. Il faut un accompagnement psychosocial parce que les examinateurs et les candidats sont vulnérables. Et cette vulnérabilité est due à la pandémie actuelle. Il s'agit de garantir la crédibilité des examens officiels tout en respectant des mesures barrières et éviter des nouvelles contaminations. C'est donc dit que cette virulente pandémie de Covid-19 ne devrait en aucun cas constituer un obstacle à la bonne évaluation des candidats aux examens officiels de la session 2020. Restons dans le monde académique. On l'appelle désormais Dr Youssouf Laplage Mumbaya. Le chercheur des histoires des relations internationales a soutenu hier une thèse sur le Cameroun et les institutions françaises d'aide au développement, un travail de 4 ans qui remet en cause l'aide octroyée au Cameroun depuis les indépendances par la France. Nadia Amana a assisté à cette soutenance. L'auteur est parti d'un constat au Cameroun. On parle d'aide française au développement depuis l'indépendance. Mais 60 ans plus tard, les signes de ce développement ne sont pas clairement visibles. La coopération entre le Cameroun et la France s'adosse beaucoup plus sur des considérations paternalistes. Donc il est temps qu'elle s'ouvre vraiment, qu'elle devienne une coopération plus concrète ou alors du gagnant-gagnant comme on le dit souvent. En 374 pages, Youssouf Mumbaya, l'auteur, présente la coopération Cameroun-France comme une relation axée sur la recherche des intérêts et non sur une véritable assistance au sens amical ou charitable, comme on peut l'imaginer. La coopération entre la France et le Cameroun est à redéfinir. Et si oui, s'ouvrir aussi à la coopération sud-sud qui peut avoir beaucoup de bénéfices pour le Cameroun dans sa marche vers l'émergence ou alors pour son développement longtemps cherché. À 32 ans, ce natif de Fumban devient docteur en histoire des relations internationales. 4 ans de recherche qui aboutissent sur une mention très honorable. Et puis, une mention très honorable également pour un footballeur dont on se souvient, le 17 des Lions indomptables, 17 ans après, Marc-Vivien Foué. Remember Marc-Vivien Foué, il rendait l'âne dans des circonstances qui ont ému le monde entier. Sa veuve Marie-Louise Foué, excédée de se voir éloignée de la gestion de l'héritage laissé par son défunt conjoint, a pris d'assaut un immeuble de ce patrimoine à Yaoundé. Le spectacle se raconte par Paul-Alain Abenassière TV Centre. Immeuble Foué, au lieu d'Immobile Eligé Sono. Les occupants de cet édifice n'y auront pas accès ce vendredi matin. La veuve du footballeur en a pris le contrôle. Pas moyen d'entrer. Fatiguée en effet d'espérer que la gestion de cet héritage lui sera rétrocédée, la Lionne a choisi de passer à l'action. Depuis 2015, j'ai une décision de la Cour suprême qui permet à mes enfants d'avoir les droits de tout ce que leur père a laissé. Mais il m'est impossible de faire exécuter ces droits. Après avoir eu recours à plusieurs façons de faire les choses au Cameroun, je me suis dit, ok, symboliquement, aujourd'hui c'est le 26 juin, alors je vais fermer son immeuble. Mais l'affaire semble bien plus complexe encore. La belle famille mise en cause fait valoir tout un argumentaire appuyé sur un soubassement juridique. Monsieur Fouamourou Martin, qui est aujourd'hui évacué en France, qui est le père de Marc-Vivien Foué, est propriétaire de l'immeuble en 1994.
Marc Vivien Foué épouse Dame Gobi III en 1995 au consulat général du Cameroun à Paris. L'acte de mariage a été fait sous le régime de la séparation des biens. Marie-Louise Foué, elle, reste convaincue de la légitimité de sa démarche. Le feuilleton n'est visiblement pas à son dernier épisode. Ce n'est que sur le terrain du droit que tout cela va se démêler. Entre-temps, les locataires désemparés ne savent plus vraiment à quel sens se vouer. Et nous croisons les doigts et vivement que ça s'achève dans l'accalmie. Christelle Lavant, votre journal s'achève. Merci d'être passé. Merci de m'avoir reçu. Je vous sais très éprise des cultures septentrionales et même du Maghreb. Quand je parle, je pense à la fantasia. Ah oui, la fantasia, c'est tout un tournis d'émotions, les canons, les coups de feu, les coups de tête et les ballets de danse des queues des chevaux, c'est tout un spectacle. Merci pour ces images. On vous en proposera tout à l'heure des images qui vont rendre hommage au lamido de Yagua Vélé. Là-bas, on l'appelle le moula, une appellation particulière. On en aura une compréhension éclairée tout à l'heure avec notre correspondant sur place, Augustine Asta. Merci, vous êtes chez nous les artistes. Bonsoir. Good evening. This is Chinese Artist, our weekly program on art and culture. Today, Étienne Mbappé, signature d'Étienne Mbappé, l'un des plus grands. Artistes, on n'aurait pas pu avoir meilleure image d'un témoignage, d'un hommage rendu au moula, le lamido de Yagua, le moula, comme on l'appelle à Yagua et à Vélé, dans le Mayo Danaï, s'en est allé. C'est son peuple qui lui rend hommage. D'ailleurs, pour raconter cette actualité telle qu'elle bat son plein, nous avons été attentifs au reportage, au direct de notre correspondante sur place, Augustine Asta, et on va dire qu'au bout de cette foule d'émotions, ce triomphe, le Magana, porté en célébration pour le lamido, eh bien, l'émotion reste encore vive. Augustine Asta, bonsoir. Bonsoir Steve, Tega et Kebege. Merci d'être sur place et de nous donner les dernières nouvelles d'un week-end qui bat son plein. Hommage au moula. Le moula est mort, mais vive le moula. Exactement, Steve. Les dernières nouvelles liées au décès du lamido du canton de Yagua-Vélé le 23 juin dernier tournent autour de cet ultime hommage rendu par le Cameroun et même le Tchad à la gloire du souverain, en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Mindiawa Bakari, des dignitaires de la communauté camerounaise et tchadienne, des parents, amis et de nombreux anonymes. Sa Majesté Litassou Makaïni Magadala a été conduit à sa dernière demeure ce jeudi. Le temps des obsèques a été donné par des guerriers Massa qui, à travers chants et pas de danse rituelle, ont exprimé leur désarroi, leur tristesse. Le deuxième tableau de ces obsèques a été consacré à la prière aux morts pour respecter sa mémoire de fidèles musulmans avant l'inhumation proprement dite. Mais ce qu'il faut savoir, Steve, c'est que le lamido du canton de Yagua-Vélé, de regretter mémoire, Litassou Makaïni Magadala, Sa Majesté bien évidemment, était un visionnaire, un apôtre du développement. Plusieurs grands projets ont été initiés par ce garant de la culture Massa
dans les domaines de la société, la politique, la santé, entre autres. Au moment où il quitte définitivement la scène, plusieurs grands projets dont il a été l'instigateur sont encore en cours d'exécution. De nombreuses réalisations qui visaient toutes, naturellement, à faire des cantons de Yaguavélé des localités émergentes. Et le départ brusque de Sa Majesté Litassou Makaini Magadala laisse sans voix les populations de cette partie du pays qui espéraient encore profiter un tout petit peu de la magnanimité de leur guide, leur leader, leur roi Steve. 62 ans, il est parti, on ne va pas dire très tôt, mais c'est une personnalité qui incarnait une sagesse, au-delà d'être le gardien du patrimoine. C'était également une personnalité aimée. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure dans les réactions que vous avez recueillies à Tchéké, au quartier Tchéké, un peu partout à Maroua, à Yagua, dans le Mayo d'Anaï. Mais je voudrais que vous nous parliez un tout petit peu de la particularité du Mayo, de son territoire. C'est un lamido. Un lamida qui couvre Yagua et Vélé avec des frères, on va dire, au Tchad. Parlez-nous de ce qui rend assez spécifique son règne et son territoire de règne. Vous l'avez dit, Steve, évidemment, le lamida du canton de Yagua-Vélé est particulier parce qu'il est situé, ou alors il couvre deux arrondissements, l'arrondissement de Yagua et l'arrondissement de Vélé. Cette chefferie traditionnelle de premier degré est aussi, il faut le préciser, située au cœur du département du Mayo d'Anaï. Le lamida du canton de Yagua-Vélé, de par son histoire et la richesse culturelle dont regorge son palais, est devenu, au fil des années, une identité remarquable dans tout le septentrion camerounais. C'est donc un véritable bastion culturel, car au total, Steve, une dizaine de groupes ethniques, principalement les Massa, vivent en toute quiétude. Le lamida du canton de Yagua-Vélé est aussi un haut lieu du commandement traditionnel, car son aura et son dynamisme dépassent aujourd'hui largement les frontières camerounaises. C'est un peu aussi... lamida, oui. Je vous écoute, allez-y. Ce lamida, Steve, je le disais il y a peu, joue aussi un rôle décisif dans la cohésion sociale et le développement économique de différentes localités. En 12 ans de règne, donc, Sa Majesté Litassou Makaini Magadala a restauré et modernisé ce lamida. Tous les secrets et même les énigmes qui entourent son règne depuis son accession au trône le 18 octobre 2008 ont donc été enterrés avec le lustre disparu. Je vais reprendre un peu votre expression, Steve, comme pour dire le chef est mort, vive le chef. Et en dernier ressort, c'est aussi un gardien du patrimoine, je le disais tout à l'heure, qui a, par exemple, motivé la rénovation de l'ancien lamida, transformé en musée, le musée de la vallée du Logone. Il n'y a pas que ça, il a été très au cœur, très au fait aussi de ce qu'il fallait pour redonner beaucoup d'énergie au festival Tokna Massana qui concerne le Cameroun et le Tchad. Vous savez, Steve, le Tokna Massana, c'est le festival international des arts et de la culture Massa. C'est la grande fête traditionnelle et même rituelle qui mobilise le peuple Massa, les peuples Massa, si vous voulez, du Cameroun et du Tchad. Et au cours de la dernière édition, la 7e, qui s'est tenue à Yagua, nous sommes dans le département du Mayo d'Anaï, naturellement du 29 au 7 avril 2019, on a vu Sa Majesté Litassou Makaini Magadala justement être au premier plan, au devant de la scène, pour valoriser la richesse culturelle de ce peuple de guerriers. Et au cours de cette édition, un accent avait également été mis sur la réorganisation, vous l'avez signalé, en profondeur de ce festival-là, afin qu'on puisse véritablement mettre un accent sur l'entrepreneuriat, l'éducation, l'agriculture et l'économie, outre l'aspect culturel, la tradition de l'expression de la richesse culturelle des communautés des deux rives du Logone, parce qu'on retrouve tant les Massa du côté du Cameroun que du Tchad. Et donc, on a pu, au cours de cette 7e édition, sous, bien sûr, la houlette de Sa Majesté Litassou Makaini Magadala, de répéter, mais moi, assisté à plusieurs choses qui mettaient justement en avant le patrimoine culturel, les danses, les contes, les devinettes, les luttes traditionnelles, l'exposition d'objets d'art, bref, c'était véritablement le patrimoine culturel Massa qui a été exposé. Et donc, le Tokna Massana, c'est en quelque sorte la restauration de l'identité Massa par la pratique des activités culturelles
Et donc, Sa Majesté Lita Soumakaini Magadala a beaucoup fait justement pour que la culture Massa puisse être rehaussée un peu partout au Cameroun et même au-delà. Merci infiniment Augustine Astet. On l'a dit en début d'émission, longue vie à leur majesté, les Lamibés du Septentrion qui, avec une compassion très émue, ont dit au revoir à leurs compères. Merci d'avoir répondu présente chez nous les artistes et on sait que vous suivrez particulièrement cette actualité pour nous. Merci encore. Merci Steve, Tiga et Kebenge et bonne suite d'émission. Et la suite, c'est avec vous, notamment des reportages. Vous pourriez peut-être, on va revivre ce moment d'ambiance, ces obsèques que vous avez couverts, Augustine Asta. Voici donc le reportage qui raconte la journée des obsèques de Sa Majesté Lita Soumakaina, chef Lamido Moula de Yaguavélé. C'est un reportage que signe justement Augustine Asta des CRTV Extrême Nord. Merci CRTV d'être venu à Yagua, montrer aussi Yagua au Cameroun et au monde. Le chef est mort, vive le chef. La nouvelle est tombée tel un couperet sur la tête des habitants du canton de Yaguavélé. Le moula des Massana s'en est définitivement allé, laissant son peuple sans leader, sans guide, mais surtout sans roi. Notre père, notre grand-père, il était notre camarade en même temps. S'il arrive aujourd'hui que Dieu l'emporte, vraiment, il a laissé un vide dans notre famille. Quelqu'un qui nous a tant supportés. C'est toute la famille. Il a même son ennemi, même son ami, sont au même pied d'égalité devant lui. Il est mon frère, mais il est mon ami. Et c'est le seul de la famille même d'abord. Lui qui réunit tout le monde. C'est une onde de choc aussi pour les autorités administratives et les élus locaux qui peinent à contenir leurs émotions. Un lamido ouvert, disponible, en dépit de tout le monde. En 12 ans de règne, Sa Majesté Lita Soumakaini Magadala aura de son vivant impacté positivement le quotidien des populations. Au travail bien fait, tout le canton de Yaguavélé est reconnaissant. Un reportage signé Augustine Asta et Abdelaziz Amadou des CRTV Extrême Nord. Restons justement dans l'Extrême Nord pour recueillir de vive voix les émotions des populations qui rendent hommage à leur majesté, à leur chef. Eh bien, allons-y en passant par la rue Foudangono, notre deuxième rubrique du jour. Knocking at your door and we are already right there with you. Nous sommes tellement dans la tristesse. Dans la tristesse, tout ce que Dieu fait est bon, mais parce que Lita Soumakaini a fait beaucoup pour la famille, même pour les départements. Il s'en chargeait beaucoup pour les réalisations de Yagoua, pour la famille comme pour le département. Nous sommes particulièrement très touchés et comme vous voyez le monde qui est rassemblé là, c'est franchement un très grand malheur qui nous met en difficulté. Il y a deux choses qui m'ont marqué pendant son règne. Il avait un goût particulièrement poussé pour la culture. Vous allez trouver que dans sa maison, il a rassemblé les objets d'art. Vous allez voir les images de nos ancêtres qui dansaient même encore nus. Au Tokamassana, qui est le regroupement au sein duquel tous les Massas se retrouvent, on sentait vraiment son goût pour la culture Massa. Il ne privilégiait pas sa race sur les autres tribus. Donc il a œuvré pour que l'harmonie existe dans la société dans le Mayo Danaï. Et quant au développement de ce département, il y a contribué pour beaucoup. C'est l'œuvre de Lita Soumakaini qui est allé les chercher à Yaoundé. Regardez l'ancien hôpital, regardez même l'ambulance qui est là, parce que le ministre lui avait dit qu'il n'y avait que deux. Il a dit à Maman Fouda, l'ex-ministre de la Santé, qu'il fallait une ambulance pour le Maïdana et ce qu'il a pu obtenir. C'est vraiment un coup dur pour nous, pour toute la famille.
Et vraiment, nous avons appris ça avec beaucoup de tristesse. Et vraiment, ça nous a laissé vraiment dans un grand désespoir. Un bao pour nous, pour toute la famille. Et puis sur le plan, c'est quelqu'un qui a amené beaucoup de la paix et puis qui a beaucoup fait de réalisations nouvelles pour nous. La réaction était que, bon, vraiment, nous avons appris que la réaction qui nous a vraiment marqué, c'est vraiment une triste nouvelle et puis ça nous a beaucoup marqué pour toute la famille. Et vraiment, nous avons perdu un bao dans toute la famille et puis c'est quelqu'un qui était vraiment, quelqu'un qui a beaucoup fait, qui a amené beaucoup de réalisations et puis qui a amené beaucoup aussi de la paix dans la famille. Et puis c'est un grand réconciliateur, un grand rassemblement. C'est vraiment triste en tant que serviteur de Dieu et puis en tant que cousin. Sa Majesté Litassou Makaini était une personnalité affable, avec qui nous pouvons causer à bâton rompu sans avoir de protocole. Sa Majesté Makaini Makandala est un grand rassembleur et un grand diplomate. Malgré la situation de précarité dans les conflits, il est toujours là, il est toujours intégré dans le groupe bon modérateur lorsqu'il y a des conflits. Il gère la zone de Yagua et de Vélé. Donc c'est une zone cosmopolite où il y a beaucoup de... Même malgré le fait qu'il y a beaucoup d'halogènes, nous nous retrouvons dans une situation de paix à Yagua. Émotion vive, dite avec de vive voix dans l'extrême nord, et émotion partagée dans tout le septentrion. On l'a dit en début d'émission, on garderait le téléphone ouvert pour passer des coups de fil à des personnalités qui vont nous filer un coup de main pour rendre hommage à Sa Majesté Litassou Makaina. Et justement, au bout du fil, on va dans la Damawa, dans le département de la Vina, retrouver un chef particulier, plein d'encens étoffe. Il est le chef supérieur des Boum. Votre Majesté, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir et merci d'être en direct sur CRTV News. Vous êtes, Votre Majesté Saliou Samboum, chef supérieur des Boum. Et le choix est particulier parce que vous êtes un chef supérieur d'un peuple qui est voisin, qui cohabite avec des populations d'un Lamida. Vous cohabitez par exemple avec les Peuls et on parlait tout à l'heure de diplomatie. C'est un symbole de vivre ensemble, n'est-ce pas? Absolument. Oui. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris le décès de Sa Majesté Litassou? Sa Majesté Litassou Makaini Makadala, c'est quelqu'un que je connais bien. Il fait partie du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il était président du Conseil juridique. On se côtoyait de temps en temps là dans les réunions à Yaoundé. Vraiment, quand nous avons attendu son décès, ça m'a beaucoup touché. Vous savez, quand quelqu'un que vous connaissez bien décède, ça vous va directement. Ça risque de vous faire baisser la tension. Bon, vraiment, j'ai été désagréablement surpris. Et restons justement, et partageons votre émotion, restons avec vous pour parler de ce trait d'union, pour parler de Ngaoundéré, où les Lamibé manifestent un trait d'union entre les Peuls et les Boum. Ce n'est peut-être pas facile. Quelle est la spécificité de votre chefferie au milieu de tous ces Lamibé? Absolument, je vous remercie de la question. Les Boum ont été toujours les premiers occupants de la Damawa. Les Fulbe, quand ils sont venus pour le pâturage, ils nous ont trouvé les gens des Boum très pacifiques. On les a accueillis, on les a hébergés. Nous nous sommes mariés. Ce n'est même plus parler de vivre ensemble. Nous, on côtoyait depuis des années. Ils prenaient nos filles comme des épouses, on les côtoyait, on travaillait ensemble. Bon, les Mboum et les Peuls, c'est le vivre ensemble, c'est des voisins. Et vraiment, tout va bien depuis des siècles. Oui. Alors, parlez-nous précisément de la qualité des rapports entre vos populations,
et par exemple les Fulbe et vos populations qui peuvent être sur le territoire d'un lamido, comment ça se gère les bons moments comme les moments difficiles? Parce que parfois il y en a. Quels sont les rapports? Comment vous gérez ça? La situation est vraiment pacifique. Ben, vous savez, dans ce monde, chacun tire la couverture de son côté quand il y a des avantages. Et quand il faut vraiment combattre, bon, on essaie de chercher les raisons pour se rallier dans l'amiable et puis oublier tout ce qui peut dégénérer dans les deux familles. Mais sinon, depuis des siècles, on est ensemble, la cohabitation est pacifique, mais chacun, tout en restant ensemble, chacun garde ses intérêts. Et c'est ces intérêts aussi que nous, les Mboum, nous protégeons pour cette cohabitation pacifique. Mais nous ne dirons pas que nous sommes Peul, et les Peuls ne diront pas qu'ils sont Boum, mais la cohabitation doit exister. Et d'ailleurs, c'est obligatoire pour que la paix y règne. Merci en tout cas, Votre Majesté. Je voudrais particulièrement solliciter votre regard sur un fait. Comme le lamido est garant du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que quand il y a un problème au tribunal coutumier, c'est sa parole qui compte et c'est la parole du sage qui ramène la paix. Parlez-nous un peu de la manière dont vous gérez les conflits quand il y en a, quand il y a des conflits de pâturage, entre autres. Comment ça se passe? Vous appelez parfois le lamido d'à côté pour lui faire part de ses problèmes? Quand il y a problème, vous savez, bon, les éleveurs et les agriculteurs sont obligés de cohabiter, de vivre ensemble. S'il y a un problème entre ces agriculteurs et ces éleveurs, nous, on commence à régler localement. S'il y a entente entre les deux parties, c'est-à-dire les agriculteurs et les éleveurs, bon, ça s'arrange et ça passe. Si on n'arrive pas à tirer conclusion et si l'affaire se complique, bon, nous transférons l'affaire à l'autorité administrative qui, elle, s'il voit que ça ne va pas, bon, on transmet à la juridiction officielle et puis c'est comme ça que le cycle doit évoluer jusqu'à ce que la bonne piste à suivre soit découverte. Nous vous remercions, Votre Majesté. Longue vie et prospérité à Votre Majesté, Saliou, et nous saluons toutes les populations, toutes les populations Boum du département de la Vina et pas seulement de la région de l'Adamawa. Merci infiniment. Effectivement, la Damawa, partout du nord au sud, de l'est, dans tous ces angles, les Boum existent, les Boum travaillent, et nous coopérons, nous cohabitons avec tout le monde. Et je pense que la paix doit régner et que les biens du pays soient partagés entre tous ces peuples sans division. Je vous remercie. Merci infiniment, Votre Majesté. À votre suite, on va aller à Garoua. À Garoua, où le lamido vient de prendre la présidence du tribunal coutumier. Et là-bas aussi, il bénéficiera de l'assistance dans le tribunal, du juge du tribunal, Modibo Bassirou Yaya. On parlait justement de ce que le lamido est garant du pouvoir judiciaire. Donc, il aide à rendre justice. Voici des images. C'est un reportage de CRTV Nord de Claver Pascal Danga et c'est le lamido Alim Ayatou qui prête serment. Vous verrez ça en image, regardez. Alim Garga Ayatou, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun à ma qualité de président du tribunal coutumier, de rendre justice. En prêtant solennellement serment, le lamido de Garoua s'engage à rendre justice en toute impartialité
à toute personne conformément aux lois et coutumes de la République en qualité de président du tribunal coutumier. Le président de la République a insisté que le tribunal coutumier de base participe à la vie judiciaire du Cameroun, permet de décanter un certain nombre de phénomènes sociaux que nous connaissons et nous participons activement dans la vie sociale. Et ceci permettra donc à planir beaucoup de doutes au sein des communautés. Bien avant, dans son réquisitoire, le procureur de la République rappelle les compétences du tribunal coutumier appelé à connaître les différents patrimoniaux, notamment des recouvrements des créances civiles et commerciales, des demandes en réparation de dommages matériels et corporels et les litiges relatifs au contrat. Le président du tribunal de première instance de Garoua, Jean-Pierre Bifounandongo, ne doute pas de l'intégrité et des qualités morales de l'impétrant Sa Majesté Alim Garga Hayatou, haut commis de l'État par ailleurs, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies, qui doit veiller à la crédibilité de cette juridiction. À leur tour, les assesseurs ont prêté serment au Lamida devant le président du tribunal coutumier de Garoua, Sa Majesté Alim Garga Hayatou. Merci de nous donner ces nouvelles, Claver Pascal Ndanga. On va en voyage, en images, et cette fois, on repart dans la Damawa. Pourquoi? Parce que l'expression Lamida elle-même dérive du verbe lamago, qui signifie régner. C'est un verbe peul et normal que nous survolions la Damawa, où nous retrouvons une fois encore, où nous repartons une fois encore, retrouver Amadou Labaran. Il est le ministre de la communication du Lamida de Ngaoundéré. Monsieur Labaran, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Merci et toute notre compassion parce que nous savons que vous partagez la peine du peuple de Yagua et de Velé. Le Lamida de Ngaoundéré également est particulièrement ému. Quel est l'écho que le décès de cette majesté laisse dans votre esprit et celui du Lamida? C'était vraiment de la consternation. Sa Majesté le Lamido de Ngaoundéré, El Hadj Mohamedou Hayatou Issa, qui connaît très très bien Sa Majesté Litassou Makaini Makadala, a appris cette nouvelle de la disparition de son homologue et frère avec beaucoup de tristesse. Et des prières exactement ont été servies pour que Allah le Tout-Puissant accueille l'âme de l'illustre défunt en son enseigne. Oui. Avec vous, on parle de quelque chose d'assez particulier. Parfois, on se pose cette question, quand un lamido s'en va, qui assure la vacance, comment s'organise la succession, par exemple, qui est chargé de désigner le futur lamido? Que dit la tradition à propos? Alors, la tradition est très claire là-dessus. En cas de départ d'un lamido, donc il y a les notables de haut rang, donc notamment le Kaigama Machoubé en Ngaoundéré, par exemple, qui assure, n'est-ce pas, un intérim qui n'est pas un intérim de pouvoir. C'est juste un intérim de conservation du patrimoine. En ce sens que le palais doit être sécurisé et en plus de la sécurisation du palais, la ville, donc le Lamida, doit également être sécurisée, que toutes les structures soient tenues en main. Mais exercer le pouvoir, parce que tout ce qui représente l'exercice du pouvoir, donc rendre la justice, l'animation socio-économique et culturelle sont de fait suspendues. Oui. Jusqu'à l'élection, jusqu'à la désignation d'un nouveau monarque. Alors, le nouveau monarque est désigné par un collège de notables qui sont réputés être les kingmakers. Donc, de par, n'est-ce pas, le code traditionnel de dévolution du pouvoir, ces notables sont connus, ils se connaissent, donc il n'y a pas de mystère là-dessus. Donc, en plus du rôle qu'ils exercent dans la désignation du nouveau lamido, donc, on est obligé encore une fois, n'est-ce pas, de s'en référer à l'administration. Vous savez, les chefs traditionnels sont par essence, n'est-ce pas, des auxiliaires de l'administration. Donc, quel que soit leur grade, nous sommes obligés d'attendre, n'est-ce pas, l'adoubement du pouvoir en plus donc de la désignation coutumière qui est rigoureuse. Donc, généralement,
il n'y a pas de surprise. Donc les kingmakers, dès qu'ils ont désigné quelqu'un qui est donc est descendant ou bien ascendant du défunt de manière patrilinéaire. Tout à fait. Là, il n'y a pas de mystère là-dessus. Généralement, l'administration, donc le pouvoir, le gouvernement, donc entérine de cette manière-là. Merci. Donc, et suivre donc une autre phase initiatique qui est celle-là donc du vrai lamido qui ressortira et pour recevoir les allégeances, n'est-ce pas, donc des différents corps sociaux. Donc c'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Merci pour ces précisions et merci de nous renseigner sur l'histoire. Mais ce qu'il y a de particulier aussi dans l'histoire des lamidas, des lamibés, c'est que c'est un mélange de référents, des référents Peul, des référents Kanuri, comme chez nos frères du Nigeria, et puis aussi l'islam. Généralement, lamida rime avec islam, c'est vrai ? Lamida rime effectivement avec islam dans la mesure où les grands lamidas, n'est-ce pas, qui sont des micro-États, se sont bâtis sur le prétexte, je dirais pas le prétexte, sur le fondement de l'islam. Donc c'est au nom de la propagation de l'islam, au nom, n'est-ce pas, de l'extension de l'empire islamique que tous ces lamidas réputés et qui tiennent encore aujourd'hui et peut-être pour longtemps encore, donc sont bâtis sous ces principes-là. Donc c'était des micro-États. Dans la mesure où, vous voyez, le pouvoir suprême qui est détenu par le lamida, il est donc sous-tendu par une dimension spirituelle qui est importante, à la limite qui est celle-là mystique. D'aucuns, l'homme de la rue, dirait que c'est plutôt une mystique, mais nous savons que c'est une dimension spirituelle qui vient de la religion. Parce que en religion, en islam, on instruit tout fidèle de suivre celui qui est devant, donc son chef, son aîné, son supérieur. Donc, suivre un supérieur, c'est faire obéissance à Allah. Merci pour cette... Une dernière précision, et peut-être on vous prendra à témoin sur ce fait. À propos d'intégration nationale, il se dit que dans le lamida de Ngaoundéré, par exemple, le ministre du Commerce est originaire de l'Ouest. C'est une particularité. Oui, tantôt j'ai failli, n'est-ce pas, vous arrêter un tout petit instant quand vous avez parlé, n'est-ce pas, du lamida de Ngaoundéré en évoquant les Peuls et les Kanouris. Oui. Bon, les Peuls et les Kanouris, bien sûr, ils sont là, mais retenons bien que l'ethnicité est un peu, n'est-ce pas, voilée. On parle, n'est-ce pas, bien sûr des Peuls, mais c'est plutôt des groupes. Vous savez, à l'intérieur de l'ethnie Peul, il y a pas mal de sous-groupes. Donc, les régnants de Ngaoundéré sont des Peuls volarbés. Merci. Parlez-nous par exemple... Oui, rapidement, le temps nous tient à la gorge, s'il vous plaît. Je voudrais évoquer, n'est-ce pas, l'autre groupe, n'est-ce pas, des peuples associés autochtones et un autre groupe qui est composé de peuples que nous appelons les Kambari, donc qui sont des islamisés non assujettis, ainsi de suite. Donc, quant au Sarki Kassoua, donc qui est originaire de l'Ouest, le ministre du Commerce. Et il n'y a pas que lui, il y a beaucoup d'autres notables, n'est-ce pas, qui ne sont pas encore installés, bien sûr, mais sur qui le lamida de Ngaoundéré continue de compter, n'est-ce pas, afin que l'intégration nationale soit une réalité complète chez nous. Merci infiniment. Transmettez nos... que je remercie. Oui, longue vie et prospérité à Sa Majesté le lamido de Ngaoundéré également. Je transmettrai fidèlement. Certainement, il est devant son écran parce que c'est un grand auditeur de la CRTV et également c'est quelqu'un qui... tout le moment est au front contre le coronavirus dans son lamida. Merci infiniment et merci d'être à l'écran de l'actualité CRTV News. À très bientôt. Bonsoir.
La suite chez nous, les artistes, on l'a dit, on se passe des coups de fil pour se filer des coups de main, pour la compréhension. C'est quoi un lamido? C'est qui un lamido? C'est quoi un lamida? Comment ça fonctionne? Un dernier coup de fil serait celui que nous passerions au professeur Mamoudou, qui est le chef de département en histoire de l'université de Ngaoundéré. Mais en attendant, on peut vous proposer un moment d'histoire dans notre zapping. Il s'agit de Othman Dan Fodio. Tout à l'heure, avec le ministre de la Communication du Lamida de Ngaoundéré, on parlait de l'influence de l'islam. Et voici une personnalité de l'histoire par qui on peut dire qu'on doit un peu l'existence aussi des Lamidas. Il s'appelle Othman Dan Fodio, un conquérant. Et peut-être aussi on peut rester en ligne, peut-être on peut avoir la confirmation de ce fait avec le professeur Mamoudou. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Le soleil s'est bien couché dans l'Adamawa et derrière l'université? Très bien couché, on vit dans une fraîcheur agréable actuellement. Ah, le château d'eau du Cameroun, qu'est-ce qu'on aime cette ville de Ngaoundéré. Justement, on parlait de... vous nous avez peut-être pris en chemin quand on discutait avec le ministre de la Communication du Lamida, que vous connaissez bien. On parlait de la spécificité du Lamida de Ngaoundéré, mais vous avez travaillé sur ces institutions sahéliennes, traditionnelles sahéliennes, au-delà de l'Adamawa, dans l'extrême nord et dans le nord. Qu'est-ce qui fait leur force et qu'est-ce qui fait leur particularité aujourd'hui? Merci infiniment pour cette question si pertinente. Alors, quand on parlait de l'Amida, on fait ici allusion à des entités politiques traditionnelles créées au début du 19e siècle par les Peuls, suite à ce que l'histoire appelait le djihad de Peuls. Donc, c'est des entités politiques traditionnelles qui ont chacune à sa tête un lamido. Le lamido, en réalité, c'est cette autorité à la fois politique, militaire, religieuse, qui régente dans une unité politique et qui est secondée dans cet exercice par ce qu'on appelle la FADA, une assemblée. Les lamidas ont été donc créés pour la plupart entre 1830 et 1850. À la tête de chaque lamido, comme je l'ai dit, se trouve un lamido. Et les lamidés, ça c'est le pluriel de lamido, les lamidés sont investis à Yola, vous le savez très bien. Yola, c'est cet émirat-là fondé par Modibo Adama, lui-même lieutenant du calife Ousmane Dan Fodio, par qui le djihad a été lancé. Et donc l'Adamawa, en réalité, est donc cette entité géopolitique qui regroupait les lamidas du Nord Cameroun, les lamidas, une partie du lamida du Nigeria, et qui avait pour siège Yola. Voilà ce qu'on peut dire d'entrée de jeu, ce qu'on appelle l'amida. Et effectivement, j'ai consacré toute une thèse de doctorat là-dessus, où j'ai donc essayé de montrer comment est-ce que ces lamidas ont été fondés, et quels ont été leurs parcours avant la période coloniale, et qu'est-ce qui les caractérise à la rencontre du fait colonial, et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'amida depuis 1960. Voilà, grosso modo, ce que je peux dire d'entrée de jeu. Et nous sommes très honorés parce que le professeur Saïbou Issa, directeur de l'école normale supérieure de Maroua, nous a rassuré que vous êtes la bonne personne pour en parler. Justement, aidez-nous à comprendre notre fait. Nous avons observé, par exemple, que de plus en plus, les femmes sont intégrées dans les arcanes du pouvoir. J'ai quelques faits, on pourrait les appeler femmes notables ou amazones. Les lamidas de Demsa, Guider et Rebouba sont les premiers à introduire les femmes dans les arcanes du pouvoir. En 2018, le lamido de Bagno, Mohamed Gabdo Yaya, Sa Majesté, nomme 9 femmes notables. Ça, c'est notable comme évolution côté genre. Et effectivement, moi, je pense qu'il ne faudrait même plus parler d'évolution, il faut plutôt parler de révolution. Parce que, effectivement, vous le savez, depuis que ces institutions ont été créées, on n'a jamais mis les femmes en leur sein, c'est-à-dire au sein de la FADA. Donc le fait que au XXIe siècle, on admette les femmes au sein des cercles de décision qui sont fondamentalement machistes constitue une véritable révolution. Et effectivement, au-delà de ces lamidas que vous avez mentionnés, plusieurs autres suivent déjà le pas et intègrent progressivement les femmes dans les cercles de décision. Et justement, je voudrais que nous revenions sur un fait. On en a parlé, certes, mais aidez-nous à en avoir une compréhension éclairée. Il est dépositaire du pouvoir judiciaire, il est dépositaire du domaine foncier, le lamido, il est le guide des hommes, il organise la zakat,
et tous les autres impôts, parfois, ça fait querelle et on n'a pas toujours compris. Par exemple, parlez-nous des impôts. À quoi ça sert dans un lamida? Ben, du coup, il faut contextualiser peut-être la réponse qu'il faut donner à votre question. Oui. La zakat que percevez, bon, peut-être il ne faut même pas parler de zakat parce que le terme zakat en réalité renvoie tout simplement à une sorte d'impôt obligatoire qui fait partie de l'un des 5 piliers de l'islam. Parce que vous le savez très bien, après la profession de foi, la prière, la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et le pèlerinage à la Mecque. Donc la zakat, en réalité, est l'un des 5 piliers de l'islam. Mais il faut dire qu'effectivement, à la base, les lamidas percevaient une sorte d'impôt. Et cette sorte d'impôt était logée dans ce qu'on appelait le Bayt al-Mal, une sorte donc de banque. Les lamibés assuraient la gestion de cette banque et les lamibés tiraient donc leur force financière sur la base donc, de cette banque et ils essayaient de corriger les déséquilibres sociaux. Et ça, c'est les lamidas, les lamibés avant la période coloniale. Donc, ils étaient en quelque sorte un père qui contrôlait sur le plan social au niveau de la famille et qui parvenait par âme à corriger les déséquilibres et à faire preuve de générosité quand il le fallait pour essayer d'assurer son autorité et également d'assurer le bien-être. Mais pendant la période coloniale, les Occidentaux qui n'avaient pas compris ou alors qui voulaient tout simplement casser l'autorité du lamido, avaient mis fin à la perception de ces impôts-là pour davantage fragiliser les lamibés et essayer de les mettre sous leur contrôle. Donc, c'est à partir de la période coloniale que les impôts que les lamibés percevaient ont été progressivement amoindris, sinon bannis. Merci. Et on constate que pendant la période post-coloniale, c'est la même chose, mais les lamibés réussissent toujours à travers un certain nombre de prérogatives et à travers une majorité psychologique qu'ils ont sur leur population, à davantage tirer profit quand même des relations qu'ils ont avec leurs sujets. Et ça constitue l'un des sujets les plus importants pour qu'on puisse comprendre que les lamibés étaient financièrement très forts. Oui. Ils avaient une assise sur leur population, mais le pouvoir colonial a réussi à les fragiliser en s'attaquant justement aux impôts qu'ils percevaient. Merci beaucoup et de nous enrichir avec tant d'histoires. Je voudrais, professeur, que vous nous aidiez. Mohamed Nana, qui m'a aidé à préparer cette émission, m'a confié quelques mots du lexique. Il m'a par exemple dit que la fantasia qui anime la cour du lamido, c'est Kilissa. Le griot, c'est Bambado au singulier, Bambabei au pluriel. Vous pouvez nous parler rapidement en 1 minute de leur importance dans la cour royale? Ben, disons que effectivement, s'il faut m'attarder à ce que vous entendez par Bambabé, Bambabé en réalité, il s'agit ici, griot, et là je ne vais pas revenir sur le sens sémantique. Griot, dans le sens de l'Afrique occidentale, renvoie plutôt à un conseiller, à cette personne imbue du savoir qui permettait aux chefs traditionnels d'assurer leur pouvoir. Mais le terme griot dans notre contexte camerounais, et plus précisément nord-camerounais, renvoie donc à ces genres d'amuseurs publics, à ces genres de griots qui permettaient d'agrémenter le pouvoir. Parce qu'un lamida sans griot n'était pas un bon lamida. Ces gens-là traînent autour du lamido pour agrémenter les fêtes, pour agrémenter les séjours, à travers les flûtes, les tam-tams, les tambours. Ils permettent non seulement de restituer le passé, mais également de faire éclore la culture locale. Merci infiniment, professeur. C'est des gens très importants qui gravitent autour du pouvoir traditionnel. Merci infiniment, professeur. Et comme on dit dans la Damawa, Osoko, merci infiniment pour cette contribution. Je vous en prie, monsieur. La suite, ce sera le zapping de l'histoire rapidement, avec une immersion dans le passé. Et on ira découvrir qui est Othman Dan Fodio, le grand conquérant par qui l'islam est arrivé sur nos terres. Voici un morceau d'histoire. C'est avec vous.
Nous retrouvons le zapping de l'histoire juste après le journal de Yvonne Ako. Yvonne, good evening. Good evening, Steve. And welcome. Thank you. Your top story. The late SDF Member of Parliament, Honorable Joseph Mbanda, has been laid to rest. Unfortunately, Steve, we begin this newscast on a rather sad note. The late Honorable Joseph Mbanda has been described, amongst others, as a peace builder who pursued opposition political awareness over 3 decades. This is part of a tribute from the national chairman of the SDF, read by his personal representative, the first Vice President, Joshua Osei, in a funeral ceremony to pay the last respect to the late Honorable Joseph Mbanda. Details with Clarice Ngye. It was an atmosphere of pain and sorrow this Saturday at the St. Joseph Foundation School Complex in Yaoundé. These mourners converged here to pay their last respect to Honorable Joseph Mbanda. Representing the national chairman of the Social Democratic Front, Joshua Osei described the former firebrand politician who pursued opposition political awareness for over 3 decades. He, however, regrets, as he says, the sudden death of the former SDF MP is a loss to Cameroon's opposition movement. He had broad legislative experience and knowledge. I owe him most of what I came to understand in Parliament and around the legal battles that we've been fighting from the party. Amongst family members and colleagues of the deceased who took turns to pay tributes were a bench of clergymen of the Presbyterian Church in Cameroon who described Honorable Joseph Mbanda as a kingdom builder who was so attached in serving God. Honorable Joseph Mbanda, who passed on last April 13, 2020, was laid to rest at his Como residence in Yaoundé. A new management team has been appointed at the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering Company, Chantier Naval. Roland Maxime Akandi is the Director General. Meanwhile, Abel Wemjo is the Deputy General Manager. They were installed Friday by the Minister of Transport, Jean-Ernest Masina Ngale Bibehe, with a mission to follow up and complete the restructuring of the company. Details in the following report. Leadership at the Cameroon Shipyard and Industrial Engineering Company became orphaned since the 25th of April 2020 with the sudden death of the Director General, Mr. Alfred Mbeng Fongui. The Board of Directors kept a minute of silence to honor the memory of the man who gave his all to the company. Mr. Jean-Ernest Masina Ngale Bibehe then told members of the Board of Directors of the Cameroon Shipyard that the President of the Republic has decided to fill the gap by appointing Mr. Roland Maxime Akandi, who has been serving as Deputy as the Director General, and Mr. Abel Wemjo as the Deputy General Manager. While installing the new team, Mr. Jean-Ernest Masina Ngale Bibehe outlined certain files that must be given priority. This includes the rapid termination of the restructuring project of the company for a real relaunch of productive activities. The new General Manager, who is very appreciative of the opportunity given to him, says he and his team are ready to take the company to higher heights. Now, I thank first our God Almighty. I thank the head of state. And now I'm going to work together with the Deputy General Manager and all. Because here, if you want to success, you must work together. The new General Manager has taken the resolve to make dialogue an important workplace policy. Now, in your news, expired drugs worth 22 million CFA francs have been destroyed in Garoua. Yes, Steve, quite an amount. The expired drugs, as well as 5 tons of contraband goods, were seized by the Police and Customs Department in the North region. They were destroyed in the presence of the governor of that region, Jean Abate Idi, who underlined their determination to stop the sale of illicit drugs as well as protect the health of the population. Let's have details with Wilson Mengole from CRTV Garoua. The expired medicines and contraband goods destroyed by the administrative authorities in the North Regional Capital, Garoua, consists of antiretroviral drugs
and those for malaria and typhoid, worth 22 million francs CFA. These contraband goods were destined for the population. These products didn't respect the norms. We have to protect the health. Officials in the North region have stepped up the fight against drug trafficking, especially with the outbreak of the coronavirus. In the borders where we work, we seize medicines daily and bring them to the regional delegation of public health. The goal of authorities in the North region is to discourage automedication and illicit sale of drugs, and also to protect the health of the population. Let's go a little bit further. In the far north region, the education of some children have been often compromised in the recent past because of the absence of birth certificates. But following government's efforts added by development partners, the situation has gradually been reversed. Sylvester Atemken has been investigating and now files in the following reports from CRTV Maro. Many births are not declared in the far north region. Consequently, the children don't have birth certificates, and it is certain that most of them don't complete their primary circles. To reverse this trend, the partners in development, like Plan International and United Nations Children Emergency Fund, UNICEF, have been working with the population in this regard. We have not delivered all the birth certificate to all children, but we have targeted some of them, and we hope the process will continue. More and more people are developing interest in declaring the birth of their children. I'm in primary 5. At first, I did not have birth certificate. I want to thank Plan International. Plan International. Meanwhile, the National Civil Status Registration Bureau have also been involved in the training of personnel on new procedures on how to collect data and carry out statistics when dealing with registration of birth, death, and marriages in the region. There are, however, no relenting efforts as they are bent on making status registration better. And now this sad news from the West region. The remains of a yet-to-be-identified man in his late 40s, going by competent authorities, has been discovered in a classroom in government bilingual practicing nursery school Kwongwo in Bafoussam 3. Kevin Nembo rushed to the scene and now files in the following report. The lifeless body of the man in his 40s was discovered on Thursday by some children playing at the courtyard of Government Bilingual Practicing Nursery School Kwongwo following a pungent smell, but nobody will believe them until Friday, June 26. No children, out of curiosity, they were playing and going up in the first floor. They found a corpse that was the advanced state of decomposition. So that alerted now the people around the quarter. They called the authorities. Informed, the assistant DO of Bafoussam 3, accompanied by the mayor, military officials, plus elements of the firefighters unit and sanitation experts of the municipality will rush to the scene. First measures: secure and disinfect the area. Beside the corpse was a knife, hand glove, and a big stone. The body will then be searched for identification documents, but none will be found except for a phone number. It will then be properly wrapped in a plastic bag for burial around the school premises. It is the 5th time that this type of incident is occurring in Bafoussam 3 municipality since ending February this year. The last case was reported in Kongso neighborhood, where suspected armed robbers attacked and stabbed a man to death. Investigation is ongoing to determine the true cause of the death of this man, who is yet to be identified. And that does it for this 7 p.m. newscast on CRTV News Channel. Les Artistes continues with you, Steve Chega. Thank you very much, Yvonne Ako, and have a nice weekend, as I used to wish you. Thank you, and see you next week. Thank you. Bonsoir, chez nous les artistes. La suite, c'est dans quelques minutes.
Rencontre avec Ousmane Danfodio. Nous sommes au XVIIIe siècle dans ce qui est aujourd'hui le nord du Nigeria. Ousmane Danfodio est un savant islamique peul très respecté. Il reproche au royaume Haoussa de mélanger les traditions païennes à l'islam. Ousmane rassemble des adeptes de différents milieux religieux et tribaux. Beaucoup dénoncent des impôts injustes et la corruption de l'élite Haoussa. Après un rêve, Ousmane assure un jour une chose, le prophète Mohammed et le prédicateur soufi Abdul-Qadir Gilani lui seraient apparus et lui auraient donné l'épée sacrée de l'islam. Ousmane utilise cela comme justification pour déclarer le djihad sur les royaumes Haoussa. En 1804, Ousmane mène un soulèvement qui sera appelé plus tard le djihad Fulani. En quelques années seulement, tout le territoire Haoussa est conquis. Ousmane établit le califat de Sokoto, alors composé de plus de 30 émirats. Il devient le premier sultan de Sokoto, le plus grand État au sud du Sahara. L'éducation pour tous est au centre du califat de Sokoto. Le cheikh lui-même donne des conférences sur la loi islamique et son application. Un siècle plus tard, les Britanniques conquièrent le califat de Sokoto. Ces dernières années, l'héritage d'Ousmane Danfodio a été interprété de façon déformée par des radicaux qui tentent de recréer le califat. Toutefois, le souvenir d'Ousmane Danfodio est celui d'un réformateur préconisant l'éducation pour tous. Notre zapping de l'histoire, escale dans la mémoire des Lamidés, des Lamidas, Ousmane Danfodio. C'est un peu aussi à lui qu'on doit l'existence aujourd'hui de ces territoires, de ces chefferies. C'était le zapping de l'histoire. Maintenant, dans nos figures de style, on vous invite à la découverte, à la redécouverte des griots, du Bambabo, le griot de la cour royale du Lamida, le souffle de l'harmonie, le souffle, on va dire, du chant royal. Je vous propose ça. On y va au galop, peut-être avec ce morceau choisi, hein, toujours avec un air d'harmonie. Et là, on est dans la cour du Lamida de Ngaoundéré. On vous avait dit qu'on ferait cette émission au bout de fil, on l'a passée au bout de fil et je suis toujours connecté avec Mohamed Nana par exemple qui a enrichi mon lexique. Hein. Par exemple, il nous dit que le griot s'appelle Bambado. Les griots, c'est Bambadé. Dans la cour, vous avez par exemple vu le parasol de l'Amido qui s'appelle le Leimaru. On pourrait avoir ça en image. Et je vous propose quelque chose qu'ils appellent dans la Damawa, chez les Fulbe, Kilissa. Eh bien, c'est le nom de la Fantasia. Allons-y au galop. Regardez ça avec la majesté d'autres images. On y va maintenant. Après les griots, on peut prendre la Fantasia, s'il vous plaît. Après les griots, allons par exemple vivre un moment de Fantasia au galop, Kilissa. Oui, fantastique.
Ah, qu'est-ce qu'on en apprend des mots ce soir? Par exemple, encore, je viens de recevoir un message. La grande trompette que vous avez vue s'appelle Gagassi. Eh bien, c'est elle qu'on utilise pour faire des éloges du lamido, quand peut-être le tumbal résonne, le tam-tam du lamido. Bref, on y reviendra, par exemple, dans nos émissions du Fond du Cœur, de retour bientôt sur CRTV News. Évidemment, on entendra l'oreille à cette belle symphonie de l'harmonie qui nous vient du Septentrion. On rappelle que cette édition chez nous les artistes est consacrée au lamibé. On rend également hommage au moulin, le lamido de Yagua Vélé, Sa Majesté Litassou Makaina qui s'en est allé, qui s'est envolé dans le paradis, vers le paradis des rois. Longue vie et prospérité à leurs autres majestés encore sur terre et qui restent les guides de ces sociétés fortes par leur tradition. On y va justement, on les annonce comme les gardiens du patrimoine. Et venons-en à un fait. Sa Majesté Litassou Makaina, chef du Lamida, le lamido de Yagua Vélé, avait attaché un prix fort à la culture. D'ailleurs, il a motivé la rénovation de l'ancien Lamida qui a été transformé en musée, ce qu'il appelait le musée de la vallée du Logone. Je vous invite à découvrir ce document signé Isaac Dimaïsou. Allons découvrir le musée de la vallée du Logone, un document signé Isaac Dimaïsou de CRTV Extrême Nord. Merci CRTV d'être venu à Yagua, montrer aussi Yagua au Cameroun. Nous retrouverons probablement ce document, ce mini-magazine signé Isaac Dimaïsou qui retrace un tout petit peu l'histoire de la rénovation du musée de la vallée du Logone avec l'entreprise du père Antonio Melis qui en est le directeur général, un Italien qui également travaille d'arrache-pied pour redonner beaucoup de lumière et lueur au patrimoine du peuple Massa dans le bec du canard du Cameroun. Nous retrouverons peut-être ce document dans nos prochaines éditions, mais cela dit, je vous invite par exemple à suivre une autre histoire. L'histoire de... Voilà, nous avons ce document, vous êtes au musée de la vallée du Logone, rapidement on peut y aller et découvrir les vestiges, les précieux trésors qui habitent ces murs. Le musée d'art de Yagua, un seul centre, mais l'essentiel de l'histoire du peuple de la vallée du Logone conservé. Comme par un coup de baguette magique, ce musée plonge le visiteur dans l'histoire lointaine des occupants des rives du Logone. À l'origine de cette initiative, cet ancien prêtre de l'église catholique romaine. En étant ici depuis presque 40 ans, j'ai vu les changements épocaux qu'il y a. Et je me suis rappelé que dans ma région, en Italie, la Sardaigne, nous avons aussi vécu dans les années 60 du siècle passé ces changements culturels où les jeunes générations ne connaissent plus la culture de leurs ancêtres, les façons de vivre et tout ça. Et donc il y a eu une perte culturelle. Alors je voyais que ce phénomène, ça a commencé aussi ici, et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour sauver la mémoire de ces cultures. Autre motif de cette initiative, la culture italienne qui vibre dans le cœur de Antonino Melis, qui le suit partout où il voyage à travers la planète. J'ai commencé à collecter bien avant d'avoir l'idée de faire un musée. C'était parce que c'était de belles choses. Moi, j'aime les belles choses. Vous savez, je suis italien. En Italie, on a une très grande expérience de musées, d'art, une bonne partie du patrimoine mondial artistique, et ça se trouve en Italie. Donc, nous sommes habitués à la beauté. Quand je trouvais quelque chose, soit
Je demandais si on me vend, on me fait cadeau, on trouvait abandonné, on ramasse. Et tout ça, c'est constitué la plupart de cette collection. Et après, quand les gens ont commencé à voir que j'aimais ça, ils ont commencé à venir offrir, dire est-ce que tu veux acheter ça, ça t'intéresse cela. Et comme ça, petit à petit, s'est formée la collection. Situé à l'entrée ouest de la ville de Yagua, juste après cette place qui porte le nom du président Paul Biya, le musée conserve entre autres objets, instruments de musique ancestraux, ornements et bijoux anciens, ainsi que des matériels de guerre et meubles utilisés dans la période préhistorique et pré-Massa. L'espace communal, c'est donc l'intérêt aujourd'hui. Nous sommes fiers de retrouver vraiment le matériel qui jadis nos enfants ne prenaient pas connaissance. Loin d'avoir dévoilé tous ses secrets, le musée d'art a de beaux jours devant lui. Il sera encore plus attractif et couru. Je suis même en train de tout reconstituer parce qu'en principe, vous devez voir maintenant des cases Massa. Le mur est en terre, le toit est en paille. Donc, vous n'avez même pas besoin de climatisation en cette saison. C'est tout doux. Le lit même est en terre battue. Les pots pour danser, les pots des moutons avec beaucoup de laine, je les achète depuis le Soudan. Ça vient au Tchad, ça vient au Cameroun. Parce que pour aller danser, même pour aller chez votre fiancé, il faut avoir une belle peau. C'était comme ça hier. Celui qui n'a pas de peau, il va emprunter, il va chez sa fiancée. Quand il revient, il remet. Et même pour la lutte traditionnelle, vous êtes tenu de sortir avec pour prouver que vous êtes un homme en forme. Cerise sur le gâteau, le musée a été sélectionné parmi les centres bénéficiaires du Fonds d'urgence pour le patrimoine culturel piloté par le ministère de la Culture et l'UNESCO. L'objectif ici étant de réduire les risques et drames de destruction que courent les musées camerounais, surtout ceux installés dans les régions en crise. La mémoire n'est pas en crise. Le nom de Sa Majesté Lilith Makaina a de beaux jours devant lui pour avoir justement voulu sauver la mémoire. Nous redevons ce document à une équipe, notamment Isaac Dimaïsou et Achille Loumou au montage. Merci d'être chez nous les artistes ce soir. Je vous invite dans cette émission qui rend hommage au Lamido. On imagine que la douleur est également partagée dans le département du